Merci. Notamment sur les gérants technologie. Alors, d'abord, je vais vous demander ce que c'est, et puis en quoi elles peuvent améliorer les conditions de travail des professionnels. Puis, moi, j'ai une question, c'est est-ce que les personnes âgées, on parle de gérontologie, est-ce qu'elles sont mûres pour utiliser ces nouvelles technologies, sachant que la plupart d'entre elles sont nées alors que l'homme n'avait pas encore marché sur la Lune? Tout d'abord, bonjour à tous. Alors, question pas évidente. Donc effectivement, la semaine dernière, on a fait une restitution d'un programme de recherche qui a été mené avec différentes institutions, donc l'IRD, Sciences Po, l'Université du Havre, l'entreprise Pour être bien chez soi. D'ailleurs, je précise un peu mes titres parce que je suis doctorante à l'Université de La Réunion, rattachée à l'Institut de recherche pour le développement et aussi dans le département recherche donc, de la société Pour être bien chez soi. Voilà, donc effectivement, ce programme de recherche, l'idée c'est un double volet à la fois sur les aspects économiques en lien avec donc, les géotechnologies et aussi sur les aspects de l'acceptabilité sociale et individuelle de ces nouvelles technologies. Donc je vais peut-être essayer déjà de définir un petit peu effectivement ce que c'est. Donc, comme son nom l'indique, les géotechnologies, ce sont donc des technologies pour les personnes âgées. Donc là, il y a la Société française de technologie pour l'autonomie et les gérontologies qui tente une définition. Donc, qui correspond donc au champ d'activité de l'association et celui de l'assistance aux personnes âgées et ou en situation de handicap par des moyens et une organisation faisant appel aux nouvelles technologies de l'information, de la communication, de la mécanique et de la mécatronique. Voilà, donc on reste dans des choses assez floues, parce que personnellement je serais incapable de vous expliquer ce que c'est que la mécatronique. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc, les gérontechnologies, ce sont des ensembles de solutions technologiques, donc de nouvelles technologies. Donc effectivement, on retrouve des choses comme des chemins lumineux dans les appartements, donc tous les aspects de domotique. On retrouve des choses comme des piluliers intelligents pour l'aide au suivi médicamenteux. Et puis donc ce qu'on disait tout à l'heure aussi, toute la robotique qui est naissante mais qui se développe énormément. Et puis aussi toutes les technologies en lien avec la sécurité et l'assistance, donc la téléassistance, les systèmes de capteurs, de chute, etc., qui soient placés sur la personne ou au sein du domicile. Donc la prochaine diapo. Donc finalement, c'est une multitude de solutions qu'on retrouve. Voilà, il y a vraiment différentes choses. Donc des signaux d'alarme pour les aidants professionnels et informels, des soutiens aux activités de la vie quotidienne, au niveau de l'orientation, de la navigation, du soutien aux aidants, qu'ils soient familiaux ou professionnels. Donc information, conseil, formation à distance, échange, groupe de soutien qui peuvent être interactifs, du soutien cognitif, du suivi clinique du patient, de la surveillance à domicile, de la coordination des soins, des systèmes de géolocalisation, donc de localisation des personnes, notamment pour les personnes déambulantes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou autres maladies dégénératrices. Et tout ce qui est aussi en lien avec le divertissement de la personne et la stimulation cognitive. Voilà, donc c'est vrai qu'il n'existe pas de définition vraiment consensuelle et approuvée, on va dire, en ce qui concerne les gérontechnologies. On voit bien que c'est un ensemble très très large, que au début ce sont des technologies pour les personnes âgées, mais étant donné la relation finalement qu'on a pu encore entendre, dont on a entendu les témoignages ce matin, la relation privilégiée que la personne âgée entretient avec les aides qu'elle peut avoir, que ce soit à domicile ou en institution, on voit bien que ces nouvelles technologies, ces gérontechnologies peuvent avoir un impact et peuvent faciliter le travail des aidants ou familiaux ou professionnels qui sont autour de ces personnes. Donc quelques mots sur le programme de recherche qu'on a mené là, qui s'est terminé après
1 an de travail. Donc c'est Géron, donc pour Gérontechnologie à La Réunion. Donc comme je vous disais, c'est un programme qui a rassemblé à la fois des anthropologues, des démographes, des économistes, des sociologues, pour traiter donc à la fois des aspects économiques, des nouvelles technologies, de l'innovation, d'un point de vue territorialisé, donc vraiment au niveau de La Réunion, et sur les aspects plus socio-anthropologiques de l'acceptabilité individuelle et collective donc, de ces gérontechnologies. Donc il y a eu différentes présentations. Je ne pourrais pas vraiment vous faire un résumé de chaque présentation, surtout qu'il va y avoir un rapport qui va être publié d'ici la fin de l'année. Donc voilà, j'espère que vous y aurez accès. En ce qui concerne ma partie, puisque moi, donc, effectivement, je réalise une thèse donc, de doctorat en sociologie sur les questions d'acceptabilité de ces nouvelles technologies. Et donc, là, je peux répondre un peu plus à votre question. Donc, est-ce que les personnes âgées sont de potentiels utilisateurs de ces nouvelles technologies ? Nous, ce qu'on a pu constater, alors dans un corpus d'une 40aine d'entretiens, enfin moi maintenant j'en suis à plus de 150 entretiens menés à La Réunion auprès de personnes âgées, donc un corpus qui commence à être relativement conséquent. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement il y a des freins. Alors, il y en a de nombreux, que ce soit au niveau du coût, au niveau des représentations de ces nouvelles technologies, de son lien à la société, à la modernité. Enfin, c'est vraiment de très très nombreux facteurs qui rentrent en compte, mais il n'y a pas non plus de freins qui soient rédhibitoires. C'est-à-dire que l'utilisation de ces nouvelles technologies dans un moment du parcours de vie qui est quand même un petit peu particulier, qui est celui de la perte d'autonomie et donc de l'arrivée de différentes fragilités et qui peut renvoyer effectivement à un rapport à soi un peu compliqué. Ce qu'on peut voir, c'est que, ce qu'on a pu constater, c'est que l'utilisation de ces nouvelles technologies, elles sont très liées à la valeur d'usage qu'on peut leur assigner. Donc à partir du moment où elles répondent à un besoin, à une utilité, donc c'est vrai que aujourd'hui de plus en plus de personnes âgées vivent seules à domicile, donc toutes les technologies en lien avec la sécurité, l'assistance, elles sont très rapidement détectées comme potentiellement utiles et donc utilisables par les personnes. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'il y a un rôle vraiment important de l'entourage dans le processus d'adoption de ces nouvelles technologies. Et c'est vrai que les aidants, qu'ils soient donc familiaux ou professionnels, ont un rôle important à jouer là-dedans et qu'il y a souvent aussi des réticences très fortes de l'entourage, soit professionnel, qui freinent aussi et parce que ils ont l'impression que les personnes ne pourraient pas utiliser ces nouvelles technologies. Or, parfois, voilà, on a pu faire des entretiens avec à la fois des aidants, des aides ménagères ou d'autres intervenants à domicile et des personnes âgées. Et souvent, les réticences sont plus fortes de la part des professionnels qui ont des représentations de la personne, de son parcours de vie, que la personne elle-même qui se verrait potentiellement utiliser ces nouvelles technologies. Donc, en ce qui concerne la qualité de vie, finalement, des personnes qui travaillent auprès des personnes âgées, donc j'ai bien vu qu'il y avait très très nombreux facteurs de risque professionnels et que là voilà, j'en ai juste évoqué quelques-uns, évidemment l'état du logement pour l'aide à domicile et puis tout ce qui a trait donc aux conditions de travail, que ce soit donc la manutention des personnes, on l'a longuement évoqué, les rythmes de travail et la nature même de l'activité. Donc pour ça effectivement il existe des solutions à la fois techniques et qui finalement sous-tendent aussi des innovations sociales. En face de ça, effectivement, il y a des freins du point de vue des professionnels, qu'ils soient en institution ou à domicile, sur une crainte de perte d'identité professionnelle, d'être finalement remplacé par les machines, et aussi une crainte du non-respect des aspects éthiques de la nature même de l'aide à la personne, du service à la personne, qui soit en institution ou à domicile. Donc là, je vous ai dressé un petit tableau, essayer de synthétiser un petit peu les différentes
Gérant technologique, on pouvait trouver maintenant, voilà, commercialisé. Donc il y a tout ce qui a trait aux aides cognitives. Donc on va retrouver les piluliers intelligents pour le rappel de la prise de médicaments, tout ce qui est des agendas électroniques pour le rappel de rendez-vous, les environnements visuels simplifiés, donc les tablettes, les smartphones, les applications qui peuvent permettre soit de faciliter le contact avec l'entourage ou entre professionnels autour de la personne. Et tout ce qui est aussi donc, les interventions cognitives, les serious games, etc. Ensuite, on trouve donc l'aide au contact social avec des vidéophones, des téléphones simplifiés, voilà, tout ce qui est effectivement outils de communication adaptés. Ensuite, donc l'aide au suivi à la santé et à la sécurité des personnes, donc avec des choses à la fois qu'on peut trouver dans le domicile et à l'extérieur du domicile, donc les capteurs de chute, les systèmes de géolocalisation, les maisons intelligentes connectées avec des systèmes de domotique intelligents qui connectés aussi à des formes de téléassistance. Des montres connectées, tout ce qui est autour de la télémédecine, télésurveillance, etc. Et autour de la coordination et tout ce qui est plateforme et dossier unique du patient. Ensuite, on en vient donc là un peu au futurisme peut-être, mais qui est toutefois de plus en plus présent. Et si c'est vrai que les robots d'assistance notamment sont encore très à l'état de recherche finalement, ils sont utilisés dans des expérimentations pour l'instant de recherche dans le cadre de partenariats entre universités et structures médico-sociales. De plus en plus quand même de choses se développent, notamment des choses qui vont synthétiser à la fois des petits robots comme celui qu'on voit en bas à droite qui vont rassembler en une entité finalement donc des services d'assistants, donc aller chercher quelque chose dans l'appartement et à la fois avec un système d'écran de pouvoir faire du lien de télémédecine, enfin voilà, faire du contact avec des soignants, avec tous les professionnels qui peuvent intervenir auprès d'eux et travailler aussi voilà, sur la stimulation de la personne, enfin voilà, tout ça en une entité. Et on peut retrouver ici évidemment ce qu'on évoquait aussi ce matin plusieurs fois, les exosquelettes, donc qui sont à la base pas des géants technologiques, parce que c'est pas des choses qui ont été créées pour les personnes âgées ou les personnes porteuses de handicap, mais qui sont aujourd'hui, qui se diffusent aussi dans ce domaine-là, notamment pour l'aide à la manutention, mais aussi pour l'aide à la mobilité et pour voilà, différentes actions. Donc ensuite, on peut retrouver aussi tout ce qui, dans les géants technologies, tout ce qui est information et formation à distance, donc accessible en ligne, donc tout... Bon, on n'est pas dans la gérontechnologie plus pour ce qui est de l'accessibilité de documents en ligne. Par contre, il y a de plus en plus d'expériences et de choses qui sont menées pour faire de la formation en ligne avec des modules de formation travaillés pour que la personne puisse s'auto-former à distance de chez elle, si elle est équipée évidemment d'Internet, ce qui n'est pas forcément déjà le cas pour tout le monde. Donc finalement, en conclusion, si j'essaie de synthétiser un peu tout ça, donc les gérontechnologies, elles sont donc à la base au service des personnes âgées, mais personnes âgées dans une relation, surtout quand elles entament un processus de perte d'autonomie, dans une relation privilégiée avec les professionnels qui interviennent auprès d'elles. Donc on a vu ce matin que on est vraiment revenu plusieurs fois évidemment sur la qualité et l'importance de la relation humaine dans la prise en charge d'une personne âgée en perte d'autonomie.
C'est vrai que la crainte majeure de la perte d'identité professionnelle et finalement de la nature même de sa profession est vraiment un frein important. Ceci dit, on a dit aussi qu'il y avait un manque de reconnaissance aussi des professions de l'aide à la personne à domicile en institution. Et c'est vrai que ces solutions, elles peuvent aussi amener des nouvelles compétences pour ces personnes-là, et donc se familiariser avec des nouvelles choses, ouvrir finalement le champ des compétences de ces métiers, et par là apporter de la valorisation aussi personnelle et professionnelle dans l'utilisation de ces technologies. Et on parlait aussi des problèmes relationnels au sein des équipes, mais aussi problèmes relationnels qu'on peut trouver à domicile, dans les équipes en institution et à domicile avec les différents intervenants, et le problème de la coordination dont on parle énormément. Et des solutions comme les plateformes, les interfaces simplifiées pour mettre en relation tous les professionnels peuvent d'une part gagner du temps, mais aussi fluidifier finalement les relations professionnelles entre tous les intervenants à domicile, et donc peut-être favoriser, encourager des relations harmonieuses autour de la personne âgée, donc qui a un impact à la fois sur la personne âgée, mais aussi sur tous les professionnels autour d'elle. Et puis donc pour finir, effectivement, la relation humaine, cette relation particulière humaine entre la personne âgée et les personnes les professionnels autour, finalement c'est la qualité de vie qualité de vie au travail que peuvent avoir ces professionnels, elle est aussi intimement liée à la qualité de vie de la personne âgée. Donc c'est vrai que ces nouvelles technologies qu'elles peuvent apporter un certain bien-être. Voilà, il y a des études qui sont menées. Alors il n'y a pas que des aspects positifs, je ne voudrais pas du tout me porter comme porter le haut et fort les couleurs de c'est pas du tout le cas, mais il y a quand même des effets positifs, notamment en termes de valorisation de soi, en termes de rapport à ses propres compétences qui se voient amplifiées finalement par ces nouveaux outils. Et rappeler aussi quand même qu'on est dans un contexte de vieillissement de la population, avec un doublement de personnes âgées du nombre de personnes âgées de plus de 60 ans d'ici 2030. Donc on sait avec effectivement des personnes âgées qui vivent dans des conditions de vie socio-économiques assez difficiles, même très, très précaires, et que c'est effectivement le moment de s'emparer de ces questions pour pas du tout remplacer les humains et l'aide humaine qui est effectivement indispensable, mais vraiment venir en complémentarité pour assurer une prise en charge de qualité à la personne et des conditions de travail de bonne qualité pour les professionnels. Donc tout ça s'inscrit aussi dans un contexte réunionnais très dynamique en ce moment, puisqu'il y a eu le lancement de alors c'est pas la Silver Economy, c'est pas exactement la filière, mais c'est le club Silver Eco Réunion, lancé par donc la CGSS et la CCI. Donc on est vraiment dans un contexte très dynamique en la matière en ce moment, et avec des potentiels d'expérimentation, de rapprochement aussi entre la recherche et le terrain qui sont possibles, et que en tout cas j'encourage. Voilà. Merci. Alors moi j'ai une question qui me vient comme ça spontanément, c'est ces outils-là, qui en sont les prescripteurs finalement? Parce que est-ce que c'est le médecin? Est-ce que c'est l'aide à domicile qui va dire ce serait bien que vous ayez un pilulier, et dans ce cas, est-ce que ces outils, alors là c'est peut-être pas à vous que je pose la question, mais est-ce qu'ils vont être pris en charge par la sécurité sociale? Parce que c'est des outils certainement coûteux, et on n'est pas forcément face à une population qui est homogène en termes de pouvoir d'achat. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il y a aujourd'hui, quand même, en premier lieu, c'est qu'il y a un manque d'information globale. Donc,
Ce qu'il faut, c'est aussi diffuser justement ces nouvelles solutions. Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter, qu'est-ce qu'elles apportent de plus finalement que ce qui existe, qu'est-ce qu'elles peuvent améliorer. Et après, c'est bien sûr l'idée, c'est de voir un peu le rôle des collectivités, alors que ce soit les caisses et autres départements. Enfin, il y a quand même la conférence des financeurs, donc qui est censée faire de la prévention en la matière. Donc, c'est effectivement voir comment peuvent s'investir ces institutions, parce qu'à l'échelle effectivement d'une personne âgée aujourd'hui de 75 ans qui touche le minimum vieillesse, c'est sûr que ça va être compliqué de s'acheter un robot, hein, ça, on est bien d'accord. Donc après, c'est aussi un peu le but de notre travail, nous chercheurs, de aussi montrer, enfin je ne me mets pas spécialement dans l'eau parce que je ne suis pas économiste, mais montrer qu'en investissant tant de piliers intelligents ou de chemins lumineux dans les appartements, on réduit de tant de pourcents le risque de chute et qu'on économise en retour je ne sais combien de journées d'hospitalisation qui coûtent tant. C'est comme ça qu'on va aussi réussir à convaincre finalement les autorités de peut-être investir ces nouvelles technologies pour qu'elles soient prescrites par l'assurance maladie, en tout cas remboursées par l'assurance maladie, ou en tout cas encouragées, financées en partie dans les institutions ou dans les services de soins, dans les structures de soins à domicile. Merci beaucoup Aurélien. Et vous faites la transition naturellement avec notre intervention suivante, justement pour être bien chez soi. Je l'ai appelé Mona Kaman et Cédric Macassar, donc Mona Kaman, directrice générale pour être bien chez soi, et puis Cédric Macassar, responsable logistique. Donc vous avez mis en place, je vous laisse vous installer, vous avez mis en place un outil numérique. Je vais vous présenter. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quel est son impact sur l'amélioration des conditions de travail, sur la qualité de vie au travail. Oui, bonjour. Pour être bien chez soi, structure de prestataire de santé à domicile, spécialisée dans la coordination médicale dans le cadre du maintien à domicile. Depuis, en effet, concernant cet outil numérique qui a été créé suite à différents besoins localisés dans les services hospitaliers et notamment également dans les établissements médico-sociaux comme les EHPAD. Et donc nous avons mis en avant nous avons plusieurs départements, en l'occurrence le département recherche avec Ahmed, mais également le département innovation. Et donc en 2014, on s'était dit éventuellement pour mettre en place dans les services, nominativement, directement, d'une manière tracée, de qualité, suivie, il serait intéressant de numériser, en fait, de dématérialiser totalement la mise en place de ces dispositifs anti-escarres, notamment les matelas à air. Et donc ces matelas à air, en fait, qui sont la marque DTF, c'est un produit de Saint-Étienne, français, donc on en est fiers. C'est un dispositif anti-escarres donc pour les stades escarres, stade 3 et 4. Depuis l'instant où le cadre infirmier, d'une manière autonome, décide de la commande de ce dispositif pour l'installer nominativement pour une personne pendant un certain nombre de jours. Cette commande se fait d'une manière totalement sur un logiciel, sur un portail. La commande arrive instantanément directement dans le département technique, donc avec notre responsable Cédric, qui va ensuite solliciter, transférer cette commande directement sur l'équipement technique, l'équipe technique sur le terrain, et assurer une transversalité de la commande jusqu'à l'installation. De la même manière, au moment de la récupération, elle est faite d'une manière dématérialisée et en permanence, en temps réel, avec une réactivité permanente. Alors on voit bien le gain de temps que ça peut représenter. Quel atout en termes de qualité de vie au travail pour les utilisateurs et les installateurs, j'imagine, en milieu hospitalier? La qualité, elle est dans l'autonomie de la décision qui est très intéressante. On a parlé tout à l'heure notamment quand vous donnez une totale autonomie de décision à une équipe en lui faisant confiance, en élaborant ensemble, ce logiciel a été élaboré en permanence, en cohésion, donc avec Cédric, avec l'équipe des techniciens, avec même nos infirmiers. On a travaillé sur un logiciel où il a été coproductiviste, c'est-à-dire
dire installé, fabriqué directement en permanence en temps réel. Et au jour d'aujourd'hui, on l'améliore tous les jours, y compris également avec nos intervenants hospitaliers directement. Donc en donnant cette autonomie de décision et depuis la commande jusqu'à l'installation, la récupération et même l'amélioration, ça apporte une plus-value intellectuelle, psychologique, qui fait que chaque membre de notre équipe, pour être bien chez soi, se sent investi dans cette équipement technique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire à n'importe quel moment, une information peut immédiatement remonter de l'équipe via le responsable, et ensuite après directement avec notre ingénieur informatique pour qu'on puisse améliorer encore et encore. Tous les jours, on apporte une amélioration. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la manière de fonctionner de la cohésion intellectuelle de toute l'équipe autour de ce logiciel. C'est ça, la qualité. Elle est bien sûr, en plus de la réactivité, de l'installation, de la traçabilité, de tout ce qui fait que la qualité est là. Mais au-delà de cette qualité, il y a la manière de faire qui est intéressante. Mais là, je voulais peut-être passer la parole. Alors, justement, j'avais proposé. Donc, comment vous procédez concrètement? Comment ça fonctionne cet outil numérique et qu'est-ce qu'il apporte? Donc en fait, ça arrive d'une demande des services hospitaliers. C'est une demande qui est faite par les responsables de service directement sur un écran qui est affiché dans le bureau. On est passé donc former les différents responsables sur le produit en lui-même. Donc ils ont une page d'accueil sur laquelle ils nous renseignent, ils nous donnent des renseignements sur les patients. Donc on a besoin de connaître le nom, le prénom, la date de durée de location et le choix d'un matelas. Donc sur ce site, ils ont différentes possibilités. Donc une fois qu'ils ont inscrit les différents renseignements, ils ont des petites aides en fait sur les différents choix de matelas, qui est liée à une échelle de Norton. Donc c'est une espèce d'échelle où on arrive à avoir des scores. Ils sont obligés de nous renseigner sur les items, sur les différentes. Est-ce que le patient il est alité en permanence? Est-ce qu'au niveau des soins, au niveau de toutes ces choses-là, donc il peut nous renseigner là-dessus. Ça donne un score, et ce score-là donne lieu à un choix de matelas. C'est un peu un outil d'aide à la décision qui dispense le donneur d'ordre d'avoir à évaluer ça, évaluer sa place. C'est ça. C'est eux qui prennent le choix en fait par rapport à leur patient du type de matelas qui est demandé. Une fois que ça c'est fait, la demande est validée, arrive directement dans notre bureau. On a des techniciens qui sont en permanence sur la route avec des matelas prêts à être délivrés dans les différents services. Nous disposons de produits d'outils informatiques comme cet appareil-là, cet PDA, qui a sonné juste avant notre intervention. Donc ça veut dire qu'il y a une demande de matelas qui est arrivée, une demande de récupération. Donc chaque technicien en temps réel a un bip, soit sur le PDA, soit c'est moi qui les appelle du bureau pour les prévenir. Et il procède à la livraison du matériel ou à la récupération du matériel par rapport aux demandes du service hospitalier en question. Est-ce qu'il y a un retour, enfin, au-delà du retour du matériel même, un retour je dirais pas des utilisateurs, parce que j'imagine des patients alités qui ont autre chose à faire que de remplir un questionnaire de satisfaction sur leur matelas, mais de la part des soignants justement qui ont utilisé ce système, est-ce qu'ils peuvent vous envoyer des retours via le portail? Oui, tout à fait. Nous avons introduit notre question très bien, parce que d'autant que, comme je le disais tout à l'heure, on l'améliore tous les jours. On réalise régulièrement des rencontres avec les équipes soignantes pour dire comment est-ce que vous les trouvez, quels sont les points à améliorer. Et notamment une des réunions que Cédric avait organisées avec un service, on s'était rendu compte que les remarques de temps en temps, plutôt que passer un coup de fil, ils aimeraient bien au moment où ils commandent ou qu'ils ont... Bref, on a introduit cet élément, donc aujourd'hui ils sont capables d'introduire directement la remarque qui remonte immédiatement au niveau du service et du siège pour avoir l'intégralité de l'information. Ensuite, il est évident que dans le choix de ce dispositif anti-escarre, nous apportons quand même une plus-value au niveau de la prise en charge grâce à cet outil pour les services hospitaliers, pour leurs propres patients. Donc c'est quand même un outil de bientraitance d'une certaine manière, puisqu'on améliore la prise de décision, comme vous le dites,
cyber. Et cette prise de décision fait qu'on apporte directement un outil au bon moment et au bon endroit. Voilà. Et le bon outil. Et le bon outil, bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous vouliez apporter un complément Voilà, en fait, c'est un outil informatique qui est en perpétuel repositionnement. On l'améliore régulièrement. Donc, comme vous disiez, Madame Canan, là récemment, on y a rajouté cette petite option de commentaires. Voilà, donc, qui n'était pas faite avant, donc à chaque fois ça passait par des appels téléphoniques. Maintenant, chaque service hospitalier, chaque personne responsable qui fait les demandes peut y rajouter des petits commentaires et que l'on mettra en œuvre juste après. Est-ce que votre service va jusqu'à former les aides-soignants, les infirmiers qui vont mettre en place ce matelas à son utilisation? Est-ce qu'il y a un usage particulier du matelas comme on peut l'avoir des lits médicalisés? Ça reste assez simple, mais à chaque installation de matériel, il est refait sur place avec l'équipe présente une formation du matériel. Et moi-même, régulièrement, je repars dans les différents services à la demande des responsables de service, reformer les équipes sur le matériel. Donc ça leur demande en fait, c'est régulier, régulièrement. C'est le lit et le matelas Alors nous, dans le cadre de l'allocation, c'est uniquement sur le matelas. Là, dans les services hospitaliers. Ça peut arriver c'est arrivé qu'on mette aussi des lits médicalisés à l'allocation. Mais là, aujourd'hui, c'est l'appareil numérique, l'appareil informatique, c'est sur le matelas. Et il n'est pas chez les particuliers, c'est pas Alors, ce genre de matelas-là sont réservés uniquement pour les structures hospitalières. Chez les particuliers, après, il existe d'autres sortes de matelas qui sont eux pris en charge sur l'ordonnance du médecin prescripteur. Pourquoi cette différence? La différence entre la question, c'est par rapport aux particuliers. Tout à fait. En fait, le dispositif qu'on appelle DTF, en fait, les Naema et les Modena, c'est la marque du produit. Ce sont des produits vraiment spécialisés pour les gros escarres, stade 3, 4. Donc quelque chose de très particulier qui sont là dans le cadre curatif de l'amélioration continue que les services, les établissements médico-sociaux et sanitaires mettent en avant. Alors pour le particulier, c'est un peu différent parce que c'est un produit qui est... on met un autre type de produit, beaucoup plus dans le cadre préventif, et la prise en soin de l'escar est adaptée différemment. Pour être bien chez soi, nous avons un département prise en charge des plaies chroniques avec un spécialiste de la plaie, donc un médecin spécialiste, des infirmiers. Et donc cette prise en charge de la plaie et le suivi de la plaie se fait différemment que par le biais des matelas anti-escar. Voilà, tout simplement. Et puis il y a un mode de tarification qui est différent. Pour votre tarification, peut-être sans privé. D'une autre question. Moi j'avais une question justement sur Non, le tien marche très bien. J'avais une question sur les conditions de travail des salariés qui justement maintenant utilisent ce nouveau système informatisé. Qu'est-ce que c'est venu changer dans les conditions de travail de vos salariés? Alors, au niveau des conditions de travail, ça nous a apporté une traçabilité plus accrue par rapport à ce qui était fait anciennement par téléphone et par papier. Maintenant, au niveau informatique, la traçabilité est beaucoup plus pointue. Ça nous a aidé aussi énormément sur le travail des week-ends, parce qu'avant, on avait des matelas air qui étaient livrés du lundi au vendredi, ça passait par des appels bureaux. Sur le week-end, c'était un petit peu plus compliqué. Maintenant, les techniciens ayant en permanence des outils informatiques à leur disposition, ils peuvent répondre à une demande beaucoup plus rapide. Donc ça passe, c'est en temps réel en fait. À chaque fois qu'il y a une demande, ça sonne en permanence. Une réactivité sur les livraisons. On était un petit peu plus avancé, il y avait peut-être des informations qui se perdaient.
Il y avait des appels qui passaient par le bureau, le temps que ça arrive à mes oreilles, le temps que ça soit dispatché. C'était beaucoup plus long, maintenant on est beaucoup plus réactif. Voilà, en règle générale, ça nous a beaucoup aidé sur la réactivité du cerveau des messages. Je voudrais juste redire la chose suivante, c'est cette autonomie de décision qui est importante pour nous et pour chaque équipe. Donc la personne, par exemple, que ce soit Cédric ou le technicien qui se qualifié sur le terrain, quand il reçoit cette information, il sait ce qu'il a à faire. Il n'attend pas un coup de fil de Cédric qui va lui dire allô, écoute, tu dépenses, etc. Donc cette autonomie fait qu'on est responsable de nos décisions, de la réception de l'information, de l'installation, et on est capable de rendre un compte. En fait, le RETEX, qu'on appelle un RETEX, c'est-à-dire c'est le retour d'expérience de chacune des expertises faites sur le terrain. Et grâce à cette trace informatique immédiate en temps réel, le RETEX se fait du mode informatique, mais également de manière humaine quand ils reviennent le soir. Ils n'ont pas besoin de passer un coup de fil à chaque fois pour dire oui, ça s'est bien passé, on a installé, etc. Voilà. Donc une valorisation un peu du métier de, entre guillemets, livreur de matelas. Ce ne sont pas des livreurs de matelas, ce sont des techniciens, prestataires de santé à domicile qualifiés PSDM. Je disais volontairement livreur de matelas pour que vous définissiez le métier. Ça a été rapide. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. J'ai bien compris en fait que dans le système de gestion, les communications sont gérées de façon informatique. Donc on sous-entend un stockage de données. Et je voulais juste, je me posais la question, au niveau de la sécurité de ces données, justement, ce qu'il en était. Puisqu'on parle justement du domaine médical et qu'elles sont aujourd'hui stockées quelque part sur une base de données. Tout à fait. En fait, très très bonne question. Nous sommes en dossier également PIL. Donc au niveau de la conservation des données médicales, ne serait-ce qu'en tant que prestataire de santé à domicile, puisque notre cœur de métier principal, c'est quand même le maintien à domicile. Et donc chaque dossier médical, qui concerne uniquement la dépendance ou dépendance plus soins, nous avons des données très confidentielles que nous conservons sur place. Donc les transmissions de ces informations qui concernent nominativement monsieur, madame, de telle chambre, de tel service, de tel hôpital ou de telle maison de retraite ou tel établissement médico-social sont transmises d'une manière cryptée. La réception de l'information se fait notamment dans le bureau de Cédric et de l'administratif sur un écran, mais c'est toujours en mode crypté puisqu'on n'a pas les noms et prénoms du patient. Ça n'est que sur le mode le scan-pad et les éléments mobiles qu'on met à disposition de nos techniciens qualifiés, quand ils se transportent directement sur place, qu'on a le nom et le prénom, la chambre, la place, voilà. L'attribution du matelas est faite nominativement. Mais toute l'information, toute la transmission de cette information, elle est sur un mode sécurisé, crypté, avec une conservation type bancaire. C'est important de le dire. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que dès qu'on aborde le numérique dans le domaine, qu'il s'agisse médico-social ou médical tout court, ça pose la question de la confidentialité du secret. Et on en est conscient, très important. Monica Cana, Cédric Macassar, merci beaucoup. On va revenir à l'établissement à la création qui a mené une expérimentation originale, très originale, puisqu'il s'agit d'une expérimentation d'échange de postes sur une journée entre deux services, donc MAS et SAD Samsa. Je vais inviter les personnes qui ont participé à cet échange de postes. Renata Turpin, qui est aide médico-psychologique sur la MAS et qui a échangé avec une éducatrice spécialisée. Christian Kishnapa Naïdou, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom, je me suis entraînée, je l'ai dit derrière, aide médico-psychologique au SAMSA, et vous avez fait, je vous en prie, installez-vous, un échange avec la masse. Yvette Savignan, qui est infirmière du FAM, qui a fait un échange avec une animatrice qui est également Laurence Audugard, et puis qui a piloté donc, cette expérimentation, Christine Brun, directrice du pôle médico-social de Camaret-Saint-Benoît pour la fondation du Père Favon. Alors,
Je vais commencer par vous, venez vous installer. On a un canapé, on a de la chance. Donc je vais vous passer le micro pour pouvoir répondre à mes questions. Alors, comment est venue cette idée de procéder à un échange de postes comme ça en interne? Alors, nous sommes un pôle d'établissement médico-sociaux, donc le pôle Philippe de Canaré, rattaché à la Fondation. Nous gérons des structures résidentielles qui sont ouvertes 365 jours par an, 24 heures sur 24. Et depuis un an, nous avons regroupé sur un site le foyer d'accueil médicalisé qui accompagne 70 personnes présentant des troubles psychiques. Donc sur le site, nous accompagnons un peu plus de 300 personnes et nous avons un peu plus de 160 salariés. C'est vrai que la question de la qualité de vie au travail, de l'usure professionnelle qui a été évoquée ce matin, de la fatigabilité des professionnels nous préoccupe depuis ces dernières années. Et avec les instances représentatives du personnel, nous avons décidé de mettre en place un groupe de travail qui permettrait de réfléchir et de proposer des pistes d'action en matière d'amélioration des conditions de travail et de gestion de l'absentéisme. Donc quand nous avons rencontré les responsables de l'ARVIS dans le cadre de la préparation de ces journées, il nous a été proposé donc, cette expérimentation de Vie Mon Travail et nous avons été très partants, en tout cas pour tenter l'expérience. Merci beaucoup. Alors, Vie Mon Travail, qu'est-ce que ça donne concrètement? Alors, je vais peut-être commencer par Renata Turpin. Donc, normalement, vous êtes aide médico-psychologique au SAMSA et vous avez fait... Non, pas du tout. À la masse. Ah mais oui, mais c'est ce que j'ai écrit en plus. J'ai sauté une ligne. Donc, à la masse, et vous avez échangé votre poste pendant 24 heures avec une éducatrice spécialisée. Alors, vous pouvez nous raconter un peu votre expérience et puis aussi, en préambule, pourquoi vous avez été volontaire, puisque c'était sur la base du volontariat. C'était une opportunité de se mettre dans la peau de notre collègue. Et quand on a eu la possibilité de le faire, je suis portée volontaire. Alors, vous pouvez me raconter un peu ce que vous avez vécu pendant, enfin, peut-être pas des 24 heures par heure, mais globalement, oui, une journée, c'est pas 24 heures de travail, effectivement. Alors, disons 7h, vous êtes 7h20, ça 7h. Donc, c'est 7 heures de changement de poste. Comment vous les avez ressentis? Qu'est-ce que vous avez fait de différent et est-ce que ça vous a apporté? Je l'ai accompagnée pendant sa journée de travail, jusqu'à la fin de son poste. Donc, j'ai pu constater qu'elle était très sollicitée par les résidents, par les différents professionnels et qu'elle devait gérer pas mal de choses comparé à une fiche de poste qu'on connaît. En fait. Il y a beaucoup plus de choses à faire que la fiche de poste. Vous aviez une idée a priori de sa fonction? Comment vous la voyez avant de l'avoir entre guillemets remplacé une journée? Donc à la masse, l'éducatrice, elle pallie aux différentes activités pour les mettre en place. Donc c'est elle qui coordonne les activités avec le projet personnalisé du résident. Donc ça, on savait qu'elle faisait ça. Mais il y a aussi les aléas de la journée. Donc des fois, il faut remplacer une activité par une autre. Elle doit aussi gérer les véhicules parce qu'elle s'occupe aussi du SAMSA. Donc il y a les véhicules du SAMSA et aussi de la masse. Et j'ai vu que ce n'était pas toujours facile de jongler avec tout ça. Par rapport au métier que vous exercez donc, régulièrement, qu'est-ce qui est différent? Nous, on s'occupe du résident, à l'accompagner dans les actes de la vie quotidienne. Tandis qu'elle le fait aussi, pas pareil, en plus à gérer aussi les demandes du personnel. Qu'est-ce que vous en tirez de cette expérience? Au moins, on a appris ce qu'elle faisait vraiment. Des fois, quand on ne répondait pas toujours à une demande, la demande, je sais pourquoi. Il y en a beaucoup plus à gérer. Il n'y a pas que la nôtre, en fait. Il y a aussi ceux des collègues, mais aussi des chefs de service, avec des différents services. C'était enrichissant globalement. Si c'était à refaire. Ben oui, découvrir autre chose, puisque notre directrice nous donne la possibilité de le faire.
Est-ce que ça a changé votre relation avec les autres éducatrices ou éducateurs spécialisés? On comprend mieux, je vous dis, quand on a une demande qui n'est pas... Quand on se dit, ben oui, on va attendre parce qu'il y a d'autres choses aussi à répondre. D'accord, merci. Alors, Christian Kishnapa, ça y est, j'ai pas réussi à le dire de Kishnapanaïdou. Excusez-moi. Donc, vous êtes aide médico-psychologique au SAMSA et pour la journée, vous êtes resté donc à la masse. C'est ça, vous avez eu le même poste, mais sur l'accueil temporaire. Sur l'accueil temporaire. Voilà, donc je suis sur le SAMSA, qui est tout à fait différent, comme je suis à l'extérieur, et donc à domicile, auprès des personnes handicapées à domicile. Donc c'est un travail qu'on est souvent sur la route, que ce soit à domicile ou soit en structure chez nous, c'est-à-dire dans nos locaux. Et donc j'ai eu l'occasion de travailler sur l'accueil temporaire, et donc qui sont des résidents qui sont de passage d'une semaine ou par mois en général. Et donc ces personnes demandent plus de connaissances, parce que bien sûr j'ai aussi, que ce soit à domicile, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas le résident, on nous demande souvent de venir, mais je préfère quand je suis appelé comme ça, quand je viens, je demande qui est là exactement pour pouvoir faire une bonne prise en charge. Je ne peux pas venir comme ça si je ne connais pas le résident. Voilà, donc ça c'est ma façon de travailler. Je viens, s'il faut, après, juste avant que je termine mon travail, quand je viens déposer mon véhicule ici. Et donc je vais voir les collègues qui vont m'expliquer un petit peu quel type de prise en charge pour chaque personne qui sont en chambre, que ce soit les transferts et autres, les repas. Voilà. Donc c'est vu notre mutualisation qu'on nous demande aussi donc, de pouvoir changer. C'est l'occasion aussi de voir aussi la possibilité d'autres prises en charge. Et donc c'est tout à fait différent ce qu'on fait nous au SAMSA sur le terrain et bien sûr en établissement. Alors qu'est-ce qui change? Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de ce qui est différent quand vous êtes à domicile et quand vous êtes et cette expérience? Quand on est à domicile, il faut savoir gérer son temps, il faut savoir gérer son temps, mais aussi sur comment prendre sa journée, parce qu'il y a tout l'aspect transport, embouteillage, le temps, la pluie. Bien sûr, faire entrer les bénéficiaires dans le véhicule, ressortir, les attacher bien sûr avant. Il faut partir avant sans les attacher. Et toujours avoir un coup d'œil dans le rétro, derrière. Être concentré, toujours sur la route. Et arriver, retirer et après recommencer les activités. Soit on fait à domicile, soit on fait sur un site, soit on fait chez nous, à notre bureau. Voilà, donc il y a aussi ne pas oublier les personnes, ils ne vivent pas tout seuls. Il y a aussi la famille, il y a les aidants. Donc on rentre à domicile, il y a des choses, de l'intimité et autres. Donc il faut savoir gérer tout ça. En structure, c'est plus poser, je dirais, arriver, certaines choses à faire, préparer le petit déjeuner, mettre de côté, arriver en chambre, voir le résident, voir s'il a bien dormi, tout ça. Voilà, donc c'est pas ça, il faut connaître quand même, avoir une vision de connaître le résident, ne pas arriver comme ça dans une chambre si on ne connaît personne. Donc c'est très important avant de dire un professionnel de partir sur un lieu, de pouvoir connaître parfaitement le résident. Mais j'ai envie de dire, quand vous allez à domicile chez, non pas un résident, mais chez un bénéficiaire, la première fois, vous ne le connaissez pas. Oui, c'est sûr. Ça n'a pas changé grand-chose. Oui, mais voilà, mais il faut dire que j'ai travaillé en EHPAD aussi plus de 10 ans, donc voilà, je connais une certaine connaissance avec les personnes âgées. Et voilà, une question d'observation. C'est pas ça, j'assure avant quand je venais travailler justement sur la télé, de venir voir les collègues, de me renseigner à l'avance qui est là. Et certains résidents je connais, certains je ne connais pas. Donc c'est pas ça, je m'assure, une question professionnaliste aussi. Voilà. Alors qu'est-ce que ça a changé, cette expérience d'une journée à la masse par rapport à l'exercice de votre métier et à vos relations professionnelles au sein de l'équipe? Je pense que de toute façon, ça rejoint un petit peu l'accompagnement des personnes. Hein. C'est quand même peut-être en AT ou soit en masse, plus posé.
on est amené à travailler à deux ou parfois même seul, mais on peut gérer. On arrive, bien sûr, il y a l'équipe infirmière qui est là aussi, il ne faut pas oublier. Donc, si on a un souci, il y a des choses à faire à deux. Donc, voilà, donc, des positionnements, des prises en charge. Donc, voilà. Par contre, quand on est à domicile, on travaille en équipe aussi. Hein, c'est une grosse équipe, quand même pluridisciplinaire. On fait monter les informations parce qu'on est souvent tout seul à gérer à domicile, on a un téléphone de service et donc on ne prend pas les décisions comme ça parce qu'il y a toujours des imprévus. C'est ça le problème.